sur 8, c'est vendredi. On est toujours avec Eric, avec Yann, Oui. avec Philippe, avec Mathilde. On est restés, nous. Oui, vous êtes restés, vous avez choisi de rester. Qu'est-ce qu'il y a, Yann? Non, il n'est pas impossible avec Eric qu'on fasse venir Riette pour la dernière émission de l'année. Oh, ce serait génial. Bah, on va non, essayer. c'est vrai, sérieusement. Oui, on est, Vous avez on pas est peur qu'elle ait dessus. peur des... Peut-être de devant les l'éclairage? studios. Ah, devant les studios, Ouais. ouais. Ce serait énorme, parce que j'ai peur qu'elle casse le Oui. décor. Non, mais En elle même est temps, sage, si c'est hein. la dernière Non, elle est émission... très, non, elle est Non, elle est très sage. calme, Elle est hein, sage. Ouais, ouais. très Ah, ce serait paisible. génial de la Très faire venir paisible, sur le plateau. Ouais. Franchement. Bah, c'est un peu maintenant une mascotte de notre émission. Ah oui, Ouais. oui, ça, elle est obligée de venir. Ça pèse combien, un sanglier, je me disais? Je ne sais pas, mais ça pèse combien? Ah, c'est la bonne bestiole. Une hein, quand centaine même, de hein. kilos, non? 500, je dirais. 500? Peut-être bien, ouais. Ouais, peut-être 500 kilos. Non, non. 500. Regarde, Sacha, s'il te plaît, combien pèse un sanglier adulte. Enfin, une lait, en l'occurrence, adulte. Ouais. Je sais pas s'il y a quelques kilos différents. Je me disais, c'est une Mais masse. la- Belle bête, belle bête. hein. Belle bête, hein. Ouais, c'est ça. Très attachante, très Moi, je pense que affectueuse. c'est plus de 100 kilos. Hein. Ah oui, mais je pense que c'est 500. Ah ouais, moi, je dirais 500 comme vous, Oh, mais peut-être qu'on est peut-être elle est dans 400. combien? Moins de 500. 350 Moins de 500? 350 Ah. Ouais. Ah. Combien Alors, dit-il? attends, on n'a pas entendu. Redis-moi. On se croirait à la NASA, là. Ah non, c'est rien, c'est nul. Entre 75 et 100 pour un mâle. Non, oui. c'est pas possible. Ah non, non. 60-80 Non, mais une femelle. c'était pas un Riette, très gros C'est animal, Google, un me riette. dit Sacha dans Riette, elle faisait quand même plus de 50 kilos. Hein. Bah oui, c'est incroyable ça. Ça me paraît très suspect, Non, elle peut parce que c'est venir. quand même comme ça. Non, d'accord, ok. Non, non, c'est pas, Nous, on était à c'est pas 500 si kilos, impressionnant il y que a ça. des Non, mois. non, Ah bon, non, non. parce qu'elle est Ça fait longtemps que je 500, ne l'ai non. pas croisée sur ma route. Oui, bah oui. Elle est quand même, non, mais elle est quand même volumineuse, Riette. hein. Ah Oui, ouais. mais pas. Bon, Mais allez, élégante. on va- Élégante, Ah, on va- avenante, On va printanière. parler dans un instant des logements sociaux. Doit-on prioriser les travailleurs? C'est une proposition qui a été faite et qui a beaucoup fait jaser. Mais d'abord, pour Jean-Luc Mélenchon, il est immoral d'être milliardaire. Jean-Luc Mélenchon a fait cette sortie On a vu. lors d'un meeting à Angers. On va réécouter les mots de Jean-Luc Mélenchon et on en parle juste après, bien sûr. Nous changerons tout de fond en comble le moment venu, lorsque la majorité des Français décidera que cela en vaut la peine d'essayer autre chose que cette catastrophe permanente qui a ruiné ce pays et qui s'appelle le libéralisme. Les uns accumulent sans fin et les autres se font dépouiller d'eux-mêmes. En parallèle exact, tout ce qui va aux milliardaires a été retiré à ceux qui produisent. Voilà la vérité qui fait qu'il est immoral d'être milliardaire. Alors, le patrimoine de Jean-Luc Mélenchon s'élève quand même à plus de 3 millions d'euros. Je dis juste ça, hein. D'accord? On est à l'aise, tout le monde, voilà. Est-il immoral? Non mais c'est... Voilà, Jean-Luc Mélenchon, qui dit qu'il est immoral d'être milliardaire. Est-ce qu'il est immoral d'être millionnaire? J'ai envie de retourner la question, moi. Nous avons tranché, nous avons voté et... Non, mais ce qui est intéressant dans sa phrase, c'est que c'est une phrase absolue. Parce que ça aurait pu être une phrase relative. Il aurait pu dire « il est parfois immoral d'être milliardaire ». Si vous êtes devenu milliardaire en vendant de la drogue, oui, c'est immoral. Si vous êtes devenu milliardaire en créant de rien une entreprise qui est devenue une entreprise mondiale, non, ce n'est pas immoral, d'autant que vous vous enrichissez, mais vous faites vivre Travailler d'autres les gens, autres, vous payez des financières. impôts, donc vous contribuez à la communauté, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon prononce une phrase absolue ? Parce que dans la mentalité révolutionnaire, dont il se veut le continuateur, il faut absolument un ennemi absolu. Alors, du temps de la Révolution, l'ennemi absolu, c'était l'aristocrate. Du temps de la révolution communiste bolchevique, l'ennemi absolu, c'était le bourgeois. Du temps de la révolution hitlérienne, l'ennemi absolu, c'était le juif. Il faut quelqu'un qu'il faut détester et surtout faire détester. C'est tout le temps le spoliateur. Les aristocrates spoliaient la France, on nous l'expliquait, les bourgeois spoliaient la Russie, les juifs spolier l'Allemagne dans la rhétorique hitlérienne. Et lui, il dit une phrase qui est très importante, qui est même plus importante que les milliardaires, c'est immoral. Il dit « tout ce que les milliardaires gagnent a été volé aux autres, Oui. a été arraché. » Mais ça ne marche pas comme ça. Oui. Dans la vie, ce n'est pas vrai. Mais simplement, il faut absolument désigner à la haine générale une catégorie de la population. Malheureusement, M. Mélenchon est pétri entièrement de cette mentalité pourrie. C'est un marchand de haine. Yann. Je dirais que la plupart des électeurs LFI pourraient considérer comme totalement immoral le fait d'être millionnaire. Parce que je pense que son électorat n'a pas le patrimoine du chef, première chose. Deuxièmement, j'ai l'impression qu'à part nous corner dans les oreilles à longueur de meeting, en écumant sa bave et sa haine, et en ayant des discours dont les niveaux de décibels sont de plus en plus forts, Jean-Luc Mélenchon ne fait rien d'autre qu'haranguer les foules en vue de perturber, comme il le fait depuis maintenant près de 15 ans,
la prochaine élection présidentielle. C'est-à-dire que ce qui lui reste aujourd'hui pour occuper la place, c'est simplement le rôle d'un bouffon colérique. Et donc, il vient écumer sa rage, nous faire partager sa haine, mais la valeur ajoutée de ses discours, en fait, est là encore nulle parce qu'il vend de l'utopie à ses électeurs et il vend de la haine à ses contradicteurs, mais toujours sous le prisme marxiste totalement dépassé aujourd'hui de la lutte des classes. Or, la lutte des classes, je suis désolé, mais en 2025, on est passé à un autre modèle. C'est-à-dire que le mode d'enrichissement n'est plus le même. La plupart des gens qui réussissent aujourd'hui, c'est d'une manière complètement déconnectée du travail, alors, comme le dénonçait déjà Marx, mais il y a des professions, des métiers, des manières de gagner de l'argent qui n'existaient pas il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le numérique, notamment aussi avec l'intelligence artificielle, il y a un moyen de devenir milliardaire par jour. Vous voyez d'ailleurs que les milliardaires aujourd'hui ne sont plus des exploiteurs ou des exploitants de la misère humaine. Comme l'a rappelé Eric, c'est-à-dire que c'est par exemple le créateur de YouTube ou le créateur de Facebook, ou etc. Des gens comme Elon Musk, qui sont à la fois des gens qui ont compris le XXIe siècle, qui ont fondé des applications qui ont révolutionné la société pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, ce n'est pas, comme le disait encore Eric tout à l'heure, corrélé à une exploitation des autres. Les gens se jettent de leur propre gré vers des professions neuves qui enrichissent quasi automatiquement ceux qui les ont créées. Aussi, par exemple, avec Uber ou des choses comme ça, vous voyez. Et donc, il n'y a plus de corrélation entre la fortune des gens, enfin, de corrélation mécanique et l'exploitation potentielle des autres. C'est ça qu'il ne comprend pas. Et c'est pourquoi ça ne veut plus rien dire d'être immoralement milliardaire, puisque c'est de l'argent qui tombe et qui ne serait pas tombé autrement. On n'a pas été humilier des gens pour s'enrichir. L'enrichissement est mécanique et les gens s'y sont livrés de leur plein gré et même avec une certaine joie. C'est-à-dire que si vous privez les gens des réseaux sociaux, par exemple, vous allez frustrer un certain nombre de personnes qui rapportent des milliards, mais par gratuité, par accumulation de publicité. On est vraiment dans le XXIe siècle, c'est-à-dire que tout est tertiaire quasiment aujourd'hui chez les milliardaires. Les grandes fortunes, les milliards accumulés de manière dans des métiers non tertiaires, même pour dire quaternaire, n'existent presque plus, en comparaison de ceux qui ont fait fortune de manière par software, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, est-ce qu'il est bien moral que quelqu'un ait accumulé le patrimoine de Jean-Luc Mélenchon sans quasiment avoir été dans le salariat ? Il a très très peu travaillé en dehors de la politique. Je ne dis pas que la politique soit pas un métier. Je dis simplement que il a dû passer 90% de son temps, soit au Sénat, soit à l'Assemblée, etc. Donc il vient donner des leçons sur le fonctionnement économique, dire les milliardaires c'est immoral, mais d'où parle-t-il ? Puisqu'on dit, comme on dit. Écoutez, Fred Hermel sur RMC, lui a fait le bilan justement du patrimoine de M. Jean-Luc Mélenchon, rappelons-le. J'ai regardé la déclaration de patrimoine de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2022. C'est plus d'1,3 million d'euros pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé une minute en entreprise. Jean-Luc Mélenchon fait partie des 1% les plus riches de ce pays. Oui. Voilà. Donc il n'est pas milliardaire. Tu sais, pour un smicard, il y a 1 300 000. C'est être un milliard. En comparaison, c'est être milliardaire. C'est une somme que jamais un smicard ne pourra imaginer avoir. Bon ben voilà. Et j'ajoute aussi que le début du discours de Jean-Luc Mélenchon, il dit il faut que tout change, on va tout changer. C'est la politique de la table rase qui prélude à toutes les révolutions. La Révolution française, c'était « nous allons faire table rase ». La Révolution bolchevique, l'expression, nous allons faire table rase ». La Révolution de 1830, table rase. 1870, table rase. C'est des gens qui veulent faire table rase, mais une fois au pouvoir, ils vont se mitterrandiser et ils s'assieront sur le siège du général de Gaulle comme tout le monde. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que bon... Non, puis c'est toujours désigner un coupable, un ennemi. Parce que, non, mais il faut aller jusqu'au bout de la chose. Si vous dites que les milliardaires sont des gens immoraux, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'il faut les éliminer, je regrette. C'est ça le prolongement. Le non-dit est là, le non-dit est là. Si quelqu'un est immoral, en plus c'est un dépouilleur du peuple, c'est-à-dire que chaque fois qu'il gagne 1 euro, c'est qu'il a volé 1 euro dans la poche d'un pauvre, eh bien c'est des gens qui sont à éliminer. Ça, c'est la logique révolutionnaire. Donc je trouve ce discours extrêmement dangereux. C'est quand même bizarre que ça trouve à tel point un écho en France. J'aimerais quand même saluer la mémoire de Georges Marchais et saluer Arlette Aguillet, qui, eux, au moins, ont vécu toute leur vie
Et je me souviens aussi de ce CGTiste qui s'appelait Henri Krasuki, qui sont des gens qui ont vécu toute leur vie en accord avec leurs idées, dans des HLM ou dans des pavillons de banlieue qui ne payaient pas de mine. Ce sont des gens qui ont vécu avec le minimum de salaire possible, et donc leurs convictions politiques et leur mode de vie coïncidaient. Voilà, ce qui n'est pas le cas de cet hurluberlu qui veut encore jouer les boules puantes de la politique pour la prochaine élection présidentielle. Et en fait, on commence, si vous voulez, à en avoir marre de ce verbe haineux qui se propage depuis maintenant 2 décennies. Allez, justement, on va parler des logements sociaux. Doit-on prioriser les travailleurs? C'est l'autre question que nous nous posons. Avoir un travail deviendrait donc un critère pour obtenir un logement social. C'est vrai qu'on parle beaucoup, vous savez, des travailleurs pauvres, des personnes qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à trouver un logement, mais elles travaillent. Il y en a certains qui dorment dans leur voiture, c'est absolument scandaleux. Regardez cette vidéo, on en parle juste après. C'est le critère de base pour obtenir un logement social, les ressources du ménage. Mais d'autres conditions définissent des priorités parmi les dossiers, comme être en situation de handicap ou mal logé. Une liste que le groupe Droite républicaine à l'Assemblée souhaite allonger en priorisant les travailleurs aux personnes sans emploi. Les logements sociaux, ils sont financés par la solidarité nationale et il est normal qu'elle aille récompenser au moins en partie celles et ceux qui ont fait le choix de travailler et de ne pas vivre de l'assistanat. Quand vous avez 2 dossiers équivalents, 2 situations familiales qui sont quasiment identiques, eh bien, on souhaite que celui qui a fait le choix d'aller travailler puisse être prioritaire. Alors, on écoutera en détail, peut-être que c'est une proposition de loi LR. On va peut-être écouter en détail les mesures proposées, mais d'abord votons. Oui, je sais, elles ne sont pas bien. Non, allez-y. Merci, c'est extrêmement aimable de votre part. Les logements sociaux, doit-on prioriser les travailleurs? Nous avons réfléchi et nous avons tranché beaucoup. Oui. Alors, Eric. Alors, comme d'habitude, on est prié de répondre de manière simple et même simpliste, oui ou non, bleu ou rouge, à des questions complexes. Il y a quand même quelque chose qui me met mal à l'aise dans le débat, c'est qu'on nous demande quand même d'établir une hiérarchie entre les gens les plus modestes. Ça met mal à l'aise. Exactement. De quel droit? De quel droit? Alors, bon, mais quand même, il faut bien dire qu'on a parlé d'immoralité. Il y a quand même quelque chose de profondément immoral que quelqu'un qui travaille, parfois même de manière très dure, ne puissent pas se loger. Et vous l'avez dit, ne pas se loger, ça veut dire des gens qui dorment dans leur voiture et même qui parfois dorment dehors. C'est-à-dire que le type se lève de la rue pour aller occuper un emploi. Donc là, il y a quelque chose de profondément choquant parce que c'est une remise en cause du contrat de base. On vous dit, voilà, chacun contribue à la société à la hauteur de ses moyens, mais si vous travaillez, en revanche, vous aurez le droit à certaines choses et le droit au logement est l'une des plus fondamentales. Donc je suis néanmoins, malgré ce petit malaise que j'ai exposé au début de ma harangue, je suis quand même favorable à cette mesure. Yann. Je me méfie toujours du mot assistanat, c'est un mot que je n'aime pas. Parce qu'il faut regarder à la loupe dans ce qu'on appelle assistanat. Il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Bien sûr. Soit pour des aléas de la vie, des difficultés précises. Et puis il y a les petits profiteurs qui existent en France, qui se multiplient dès qu'il y a une bonne aubaine. On les voit, ça pullule et tout de suite, on sent les bons plans. Ça, c'est les ennemis de la société et c'est sur eux qu'il faut être vigilant. Maintenant, philosophiquement, je pense que celui qui travaille doit avoir la priorité sur tout le monde. Celui qui joue le jeu doit avoir la priorité sur tout le monde. Et Eric le disait tout à l'heure, on a vu tous des reportages, il y a des gens qui vont à l'usine le matin à 6h et qui rentrent dormir dans leur voiture. Ouais, c'est horrible. Parce qu'ils ne savent pas comment on fait, ils n'osent pas, ils ont l'impression qu'il faut aller minauder à la mairie pour avoir des places, etc. Pendant que d'autres, qui sont au courant de toutes les magouilles qu'on peut déployer pour essayer de trouver non pas un emploi, mais un logement, c'est ça le problème, puissent profiter de ces logements sociaux. Parce qu'en fait, ce n'est pas le même état d'esprit qui préside au fait de trouver un emploi et de trouver de quoi se loger. Non, mais bien sûr. C'est pas la même mentalité. Alors, de tout faire pour travailler, de tout faire pour être logé dans les meilleures conditions. Voilà. Non, mais ce que dit Vincent Jeanbrun, ce député LR, il dit que ce serait simplement un critère supplémentaire de sélection. Il a raison. Écoutez-le. Aujourd'hui, il y a 14 critères selon lesquels vous êtes prioritaire pour obtenir un logement social. Exactement. Vous ne remettez pas en cause ces 14 critères. Pas du tout. Et vraiment, là, je veux dire que c'est pas du tout. Vous en rajoutez un 15e. On rajoute une 15e option qui permet de dire, dans ces fameuses commissions, une personne qui est en emploi, eh ben, ça lui donne une priorité si, justement, on cherche de la mixité sociale dans le bâtiment, parce qu'on veut rééquilibrer les choses. Ou alors,
à dossier équivalent, de situations équivalentes, eh bien c'est la personne qui travaille et qui a fait le choix de s'engager. C'est la vision finalement de la droite républicaine, c'est de dire on doit récompenser l'effort, on doit récompenser le mérite. Pascal, on vit dans un pays qui est riche, même s'il est en dette, il est en train de s'endetter et de sombrer un peu, c'est vrai. On est comme dans un pays extrêmement riche. Il est anormal en fait qu'on ait ce genre de débat. C'est fou de savoir qu'en France, il y a des gens qui n'ont pas de logement. Il y a des milliards qui partent. Qui ne mangent pas à leur faim. Personne au monde ne paye plus d'impôts que les Français. Au monde. Oui, c'est vrai. Et on est en train d'essayer de trouver encore des augmentations d'impôts possibles alors que des Français n'ont pas de quoi se loger. Mais même de manière modeste. Même dans une pièce, 2 pièces, un studio. Mais je trouve quand même qu'on en est encore à se poser... En fait, quand je vois ça... Ça me fait autant de peine que lorsque je constate qu'on est encore à se demander qui est noir, qui est blanc, qui est juif, qui est musulman, qui gagne des millions, etc. Il y a quand même des choses de base en France qui est que la nourriture et le logement devraient être constitutionnellement des devoirs pour l'État envers les Français. Alors évidemment, l'association... Constitutionnellement. Ouais, pour le porte-parole de l'association Droit au logement, lui, Yvan Debout, contre la proposition de loi qui a été faite par ce député LR. Ah. Il faudrait d'abord privilégier la production de logements abordables, de logements sociaux, d'une part. Il faudrait également, mesure d'urgence, il faudrait faire en sorte que tous les logements qui sont vacants dans les zones tendues soient habités. Et il faut faire en sorte que les loyers redeviennent à un niveau accessible. Bon. Il devrait y avoir des loyers totalement gratuits pour les personnes les plus démunies, totalement gratuits. Non, mais je suis d'accord avec vous. Ce qui est curieux, c'est qu'en revanche, il y a un silence très pudique sur des dossiers qui étaient apparus et, à mon avis, qui ne sont pas réglés. C'est les personnes qui occupent indûment le logement social, parmi les VIP. Ah oui. Moi, je ne sais pas où on en est. Ah, non, et deuxièmement, les gens qui, sans être des VIP, ont beaucoup dépassé le revenu minimum pour avoir le droit à un logement social. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de discrétion et de pudeur sur ces 2 dossiers. Ça permettrait quand même de libérer un certain nombre de places. Sans compter ceux qui ont des logements sociaux qu'ils sous-louent. Oui, exactement. Qui n'habitent pas dans les logements sociaux qu'ils ont obtenus, ils les sous-louent à des pauvres gens. Oui, donc c'est les magouilleurs. Oui, faisons un peu de ménage là-bas. La fraude est l'ennemi numéro 1 du système français, qui est tellement généreux et qui part naïvement du principe que tout le monde est honnête. Non, mais vous avez entièrement raison. Donc je ne sais pas ce qu'en pensent les Français, peut-être. On écoute ? Il aura fallu 3 ans à Fatou, assistante sociale, pour obtenir une place dans un HLM. J'étais donc mère célibataire et je vivais dans un logement privé. Alors quand il s'agit de prioriser ou non les travailleurs dans l'obtention des logements sociaux, la jeune femme n'est pas contre, mais... Ça dépend quel genre de travailleurs. Il y a des travailleurs pauvres, il y a des personnes qui travaillent et qui n'arrivent pas à se loger, qui dorment dans leur voiture, ça c'est une réalité. Angélique, elle ne peut plus travailler. Elle est en invalidité. Depuis, elle vit dans un logement social avec ses 4 enfants. Je ne pourrais aller nulle part ailleurs. J'ai tenté de faire un prêt et on me l'a refusé parce qu'il n'y a pas de garantie pour un invalide. Alors forcément, pour elle, la solution se trouve plutôt dans la création d'habitations sociales. Voilà, donc voilà pour des extraits et des simulations, des histoires de vie. Je me souviens, Eric, il n'y a que des cas particuliers. Il n'y a que des cas particuliers, bien sûr. Emmanuel Macron avait promis en 2017 qu'il n'y aurait plus jamais un seul Français qui dormirait dehors. Il a fait beaucoup d'autres promesses non tenues, pas que celle-là. Merci beaucoup de nous avoir suivis, Cyril Hanouna. À tout de suite. À lundi.